Je suis Sonia Felous. J'ai commencé ma carrière à l'IRHT quand j'avais 21 ans. J'y suis depuis, sans discontinuer. Je travaille sur les manuscrits hébreux et en particulier sur l'iconographie biblique et le comparatisme religieux. Ma spécialité, en fait, c'est la polémique entre juifs et chrétiens à travers les images. Et depuis quelques années, j'ai étendu ce champ de recherche à l'islam. C'est un projet que je mène à l'IRHT en particulier, mais bien évidemment en allant voir les manuscrits qui se situent un peu partout en Europe. Et ce champ de recherche m'a conduit aussi évidemment à étudier les textes qui sous-tendent ces images. Plus précisément, je dirais que, en vérité, je travaille sur l'étude des mentalités et les interpénétrations culturelles, depuis en fait l'Antiquité tardive jusqu'au début de la Renaissance. Eh bien, pour ce qui me concerne, j'y suis arrivée par des chemins de traverse, puisque je ne me destinais pas du tout à faire de la recherche. Je me voyais plus dans une carrière diplomatique. J'ai étudié à l'Institut des langues et des civilisations orientales. J'ai étudié l'arabe d'abord, et puis parce qu'il fallait prendre des langues mineures, j'ai pris l'hébreu, j'ai étudié l'hébreu donc, et le chinois, que j'avais d'ailleurs étudié jusqu'à mon bac, en plus des langues anciennes. En fait, j'ai toujours eu une facilité pour les langues, et je naviguais pas mal entre l'anglais, l'espagnol, l'hébreu, enfin l'arabe surtout, l'hébreu je l'ai appris sur le tard, et le chinois. Et je me destinais à une carrière en ambassade. Enfin, en tout cas, ce serait trop long d'expliquer comment j'y suis arrivée, mais le fait est que j'ai travaillé quand j'étais étudiante pour me faire de l'argent de poche, et j'ai pris un poste de vacataire à l'IRHT pour taper des fiches en iconographie biblique. Il fallait savoir l'anglais et l'hébreu, ce que je savais déjà à l'époque. Et c'est l'IRHT qui n'a pas voulu me laisser partir à la fin de mon contrat de vacation. Et on m'a proposé de prendre un poste ici, j'ai longuement réfléchi. Et pour ce faire, finalement, j'ai un peu orienté le sujet de mon DEA différemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une maîtrise en sciences politiques. Et j'ai fait un DEA en sciences religieuses. Et à la faveur de ce DEA, j'ai fait une énorme découverte, enfin je crois, une découverte qui a marqué ma carrière, à dire vrai. Et je dois dire que je suis tombée dedans, je suis tombée dans les manuscrits, et je suis tombée dans l'iconographie biblique. C'est devenu une passion, du moment où j'ai ouvert des manuscrits, c'est devenu vraiment une passion. Je trouve que dans ces manuscrits, il y avait, comment dire, l'histoire d'hommes qui étaient là, vivantes, sous nos yeux, sous nos mains. Et les secrets de ces textes anciens m'ont fascinée, de ces textes et de ces images anciennes. Et depuis que je suis tombée dedans, quand j'avais 23 ans, eh bien, je n'en suis pas sortie. Voilà. Alors, la section hébraïque de l'IRHT existe depuis, en fait, les origines pratiquement du laboratoire, puisque à sa création, en fait, la section hébraïque existait et qu'elle s'est raccrochée à l'IRHT. Pourquoi ? En vérité, il s'agissait au départ d'une section orientale, c'est-à-dire qui travaillait en même temps sur les textes hébreux et arabes. Et puis, avec le temps et l'étude des manuscrits, plus que l'étude des textes eux-mêmes, on s'est rendu compte que les manuscrits hébreux, en fait, qui étaient produits en Occident, eh bien, étaient des manuscrits du point de vue codicologique et paléographique, c'est-à-dire du point de vue de leur mise en page, de la technique d'écriture et en même temps du style de l'écriture, étaient des manuscrits soit occidentaux, soit orientaux. Donc, l'existence d'une section hébraïque à l'intérieur d'un institut comme l'IRHT est parfaitement justifiée, puisqu'un manuscrit hébreu copié à Paris à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, est un manuscrit de style gothique.
C'est-à-dire que son écriture va répondre à des critères qui sont propres à ceux de l'écriture latine contemporaine. Les Juifs écrivent en Occident chrétien à la plume d'oie. Les pleins et les déliés de l'hébreu sont très marqués. La décoration des lettres est exactement la même que celle des manuscrits latins, comme les perles enfilées ou les hybrides et les grotesques qui meublent le corps des textes. L'enluminure, du point de vue du style, est tout à fait celle du style local contemporain. Quand il s'agit de manuscrits produits en Orient, eh bien, souvent, les lettres sont écrites au calame, exactement comme pour les manuscrits arabes locaux contemporains, avec des pleins et des déliés moins marqués, donc avec un ductus différent des manuscrits produits en Occident. Et ça va de même pour toutes les techniques, évidemment, y compris l'enluminure, où elle ne sera jamais figurative, où ce sera le plus souvent des motifs continus, soit en micrographie, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les textes qui sont véhiculés. On s'aperçoit très rapidement que les textes véhiculés en hébreu sont souvent des textes qui sont soit traduits du latin en hébreu, soit traduits de l'hébreu en latin, puis en vernaculaire. Ça veut donc dire que les points de rencontre sont multiples et qu'à plusieurs titres donc, ces manuscrits-là sont soit orientaux, soit occidentaux et appartiennent de plein pied à leur société de production. Comme nos manuscrits n'étaient pas pas issus de production institutionnelle, eh bien ma foi, ils sont souvent, ils laissent la place plus libre aux artistes, à la créativité, à l'innovation. Et il y a des exceptions, évidemment, que véhiculent les manuscrits hébreux, des choses qui n'appartiennent qu'à l'enluminure ou même l'écriture et à la mise en page des manuscrits hébreux, ce qui apporte évidemment aussi comment dire, un intérêt supplémentaire à leur étude. Quand on travaille sur des textes comme ceux sur lesquels je travaille, c'est-à-dire les textes bibliques et surtout l'exégèse rabbinique, et l'iconographie biblique, c'est quand même mon point de départ, mais comme j'étudie l'iconographie comme un texte plus que comme une image, ma foi, évidemment, j'ai de très nombreux points communs avec d'autres sections que je ne manque jamais de solliciter d'ailleurs. Par exemple, déjà, pour ce qui concerne l'iconographie, j'ai besoin de savoir ce qu'on produit dans les manuscrits latins contemporains des miens. Donc j'ai besoin de me référer à nos banques de données, à nos images, à ce que produisent nos collègues. Et parfois même, j'ai besoin d'avoir un avis quand je dois dater, quand je n'ai pas de date dans les manuscrits et qu'à partir des images, je dois dater. J'ai parfois besoin aussi de savoir si une image dont je pense qu'elle est exceptionnelle, qu'elle appartient qu'à ce seul manuscrit que j'ai trouvé, n'est pas si exceptionnelle, si on la trouve dans un manuscrit latin, etc. Donc déjà, avec tout ce qui concerne les manuscrits latins contemporains, parce que je travaille beaucoup sur l'Occident chrétien, bien évidemment, j'ai besoin de me référer à ce que font nos collègues. De la même manière, sur la mise en page, la codicologie, la paléographie, il m'arrive évidemment très souvent de travailler sur les textes produits par des juifs qui ne sont pas forcément produits en langue hébraïque, mais qui sont produits en langue vernaculaire. Et en particulier, évidemment, je m'intéresse aux textes produits en Castille, en castillan, puisque l'un de mes sujets de recherche actuellement, ce sont les traductions des textes hébreux en castillan. Et il s'agit souvent, la plupart du temps, de textes philosophiques ou de textes mystiques. Hein. Je pense au Guide des Égarés, je pense au Kuzari. Donc là, j'ai besoin aussi de la science de mes collègues pour être sûr que je suis bien dans tel type d'écriture, ou que je suis bien, les manuscrits ne sont souvent pas datés, ou ils sont lacunaires. Donc j'ai besoin souvent de me référer aux travaux de codicologie d'autres collègues, ou de notre institut, tout simplement, qui sont produits par chez nous, ou tout simplement de me référer aux spécialistes de l'IRHT. Ce qui est extraordinaire avec le fait de travailler à l'IRHT, c'est que souvent il suffit d'aller dans le bureau d'à côté ou d'appeler un collègue ou d'envoyer un mail pour avoir une réponse. C'est très intéressant. Bon, par ailleurs, évidemment, les textes
souvent sont des textes qui nécessitent, ma foi, une science des textes hébreux majeure, bien sûr, mais parfois, dans la Bible d'Alme notamment, par exemple, je me suis confrontée à des sources qui sont traduites en castillan, mais qui ne sont pas des sources hébraïques à la base. Donc là aussi, j'ai dû me référer plus d'une fois à la patrologie latine, entre autres, et il m'est arrivé plus d'une fois de devoir monter à la section latine pour essayer d'identifier une source que je n'arrivais pas, moi, à reconnaître à première vue. Donc, si vous voulez, dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, ce sont des manuscrits qui sont produits en Occident chrétien au Moyen-Âge ou en Orient, eh bien, travailler ici, c'est naturel, puisque nous avons tous les spécialistes d'autres langues ici. D'ailleurs, la section hébraïque n'est pas la seule à travailler dans une langue orientale en quelque sorte, puisque vous avez les sections arabes à côté des nôtres, les sections grecques. Et quand on sait à quel point la littérature juive s'est écrite en langues diverses, je pense aux philosophes de l'Antiquité qui écrivaient en grec, évidemment, et je pense aux philosophes médiévaux qui écrivaient en arabe. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait naturel d'être dans un institut qui brasse toutes ces langues et tous ces champs de pensée et d'études. Donc, évidemment, travailler ici, pour moi, c'est plus que naturel, c'est une chance. De toute façon, c'est ici que j'ai décidé de travailler dans ce domaine. Ce n'est pas ailleurs. Moi, j'ai travaillé à l'inverse, si vous voulez. J'étais ici, je travaillais sur autre chose, et finalement, eh bien, travailler ici comme vacataire m'a offert sur un plateau d'argent pratiquement mon domaine de recherche. Le statut de l'écrit dans la société médiévale juive est central. L'écrit d'une manière générale dans le monde juif est central, hein, puisque nous avons des textes qui sont extrêmement anciens, enfin extrêmement anciens. C'est-à-dire que les juifs fonctionnent autour du texte. La Bible, c'est la colonne vertébrale, comme diraient certains, c'est la source de vie du judaïsme. Et autour en vérité, la société médiévale entière est tournée vers, ça s'intéresse au texte biblique. Le texte biblique, c'est quand même la colonne vertébrale pratiquement de la culture médiévale et de l'intérêt des intellectuels. Dans le monde, dans le Moyen-Âge en général d'ailleurs, aussi bien d'ailleurs en Orient qu'en Occident. Les Juifs s'intéressent particulièrement évidemment à ce patrimoine-là, mais aussi s'intéressent aussi à toute la culture environnante autour du texte biblique. Mais il n'y a pas que ça. L'écrit a un statut quasiment sacralisé depuis le IIe siècle dans le judaïsme, puisque l'écriture quasiment a été sacralisée après la destruction du temple à Jérusalem, et il a fallu préserver le judaïsme, et un des moyens de préserver le judaïsme, c'était bien évidemment de préserver le texte, c'est-à-dire l'écrit, et la langue hébraïque, bien évidemment. Donc c'est une langue finalement qui, on a imaginé pendant un temps d'ailleurs qu'elle n'était plus parlée, qu'on parlait plutôt l'araméen, mais de plus en plus, les recherches récentes tentent à prouver qu'en fait l'hébreu n'est jamais tombé en désuétude et qu'il a toujours été présent dans la vie juive. Donc le statut de l'écrit est privilégié en monde juif. À tel point d'ailleurs que on appelait les juifs les gens du livre, et que cela était très 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 présent dans les métiers du livre en général. Eh bien, je connais mieux le cas de l'Espagne évidemment, pour ce qui concerne les études paléographiques, codicologiques, l'étude des manuscrits, puisque ça a été mon champ d'études de prédilection pendant des années. J'ai travaillé à Madrid 6 mois sur 12 pendant pratiquement 10 ans. J'ai travaillé sur les manuscrits de péninsule ibérique, mais j'ai fait les catalogues de manuscrits hébreux, donc des bibliothèques de France. Donc j'ai pu voir quel était ce corpus formé par les manuscrits hébreux. Eh bien, on s'aperçoit qu'il s'agissait de toutes sortes de sciences. La médecine, l'astrologie, l'astronomie, la philosophie, la grammaire, la kabbale évidemment, la mystique, et que ces textes-là, souvent, sont passés dans les langues latines et vernaculaires, parce qu'ils devenaient extrêmement populaires auprès des non-juifs. Et pour ne citer que l'exemple de la kabbale.
Vous savez à quel point la Kabbale a marqué de son influence tout l'Occident chrétien, de Gérone jusqu'en Italie et beaucoup plus loin. À partir du XIIe siècle, les grandes écoles de Kabbale sont nées à l'instigation de juifs, mais ensuite ont été portées par des savants non juifs. Donc le statut de l'écrit est fondamental et il n'y a pas une synagogue où il n'y a pas de texte hébreu, où il n'y a pas de rouleau, à tel point que d'ailleurs le texte biblique jouit d'un statut particulier puisqu'on ne peut même pas en changer la mise en forme. Il y a la même mise en page, il y a les mêmes règles d'écriture pour le rouleau. D'ailleurs, je crois, le monde juif est l'un des seuls lieux de culture où le rouleau est préservé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a de nombreux textes qui sont encore véhiculés en rouleau pour la liturgie. Et bien sûr, les juifs ont des activités très importantes autour du livre. La préservation des communautés juives dans leur société d'accueil est souvent passée par les privilèges qu'accordait le savoir. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sont souvent ces juifs placés auprès des rois par leur statut d'intellectuel ou par leur statut de médecin, de cartographe, de traducteur tout simplement, de traducteur. Eh bien, ces gens-là ont réussi à négocier les privilèges de leur communauté. Autrement dit, très tôt chez les Juifs, il est apparu que c'est le savoir qui pouvait conditionner, en gros, leur résistance dans des sociétés hostiles. Et très tôt, d'ailleurs, très rapidement, il y a des académies qui ont émergé après donc, la destruction du temple. Il y a eu Yavne, la création d'une université juive qu'avait sollicité Rabbi Akiba auprès des Romains, donc qui a permis, malgré la destruction de Jérusalem et ensuite l'éradication du royaume de Judée, de faire durer le judaïsme par le biais de ces textes, de ces livres. Ensuite, évidemment, il y a eu l'Académie de Babylonie, qui a permis aux écoles de grammaire d'émerger, aux traductions du texte biblique en judéo-arabe notamment, donc à la diffusion de ce texte dans les sociétés. Et bien sûr, dans le monde médiéval, cette tradition a perduré d'études de la Bible. Elle n'était pas propre aux Juifs, elle était aussi propre aux chrétiens. Et très longtemps, on a vu d'ailleurs Juifs et chrétiens discuter autour de l'interprétation du texte biblique. Et souvent, les exégètes juifs médiévaux, je pense notamment à Rachi et à son école, ont éclairé aussi ceux qui n'étaient pas hébraïsants de leur compréhension du texte, intrinsèque du texte, puisque le texte originel restait entre les mains de ceux qui pratiquaient, qui connaissaient la langue hébraïque. Aussi bien scribes que parcheminiers. On sait par exemple en Espagne qu'ils fournissent nombre de collèges qui font des livres, nombre de monastères, mais on sait aussi par exemple qu'à Salamanque, au XIVe siècle, tous les relieurs étaient juifs. Enfin, je n'ai que des exemples de ce genre, et des exemples qui se perpétuent aujourd'hui quand on voit on n'a qu'à étudier simplement, quand on travaille un peu sur le monde juif et sur les textes hébreux, maintenant on a des CD-ROM. Grâce à la technologie maintenant, évidemment, on va 1000 fois plus vite qu'on pouvait aller il y a quelques années encore. Et bien quand on interroge, par exemple, on veut comprendre, on veut connaître quelles sont les différentes interprétations d'un verset biblique. Et bien aujourd'hui, vous ouvrez un CD-ROM, vous tapez votre verset biblique, mais vous avez des kilomètres et des kilomètres d'interprétations qui vont de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui écrivent des textes et qui continuent d'interpréter le texte biblique. Donc le statut de l'écrit est central en monde juif. Tout passe par l'écrit.
Alors, mon premier gros sujet, c'était la Bible d'Albe. C'était le sujet de ma thèse. C'est comme ça que j'ai accepté de rendre, enfin, je suis rentrée à l'IRHT. Mais je n'aurais pas été préparée à découvrir un tel manuscrit si je n'avais pas travaillé un peu avant sur ce projet d'iconographie biblique. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans à l'IRHT sur l'iconographie des manuscrits hébreux, du XIIIe, XIVe, XVe siècle. Donc, j'ai vu défiler des images pendant mes vacations ici, et jusqu'au jour où j'ai entrepris d'étudier la Biblia de Alba. Ce manuscrit est une Bible traduite de l'hébreu en castillan en 1422, entre 1422 et 1430. Donc ce n'est pas un texte en hébreu, c'est un texte en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue vulgaire, en castillan médiéval, mais à partir d'un texte hébreu, c'est-à-dire la Bible. Mais aussi à partir de textes rabbiniques anciens, donc antiques et médiévaux, parce que cette Bible-là est accompagnée de commentaires rabbiniques qui explicitent les ellipses du texte hébreu ou les ellipses de la narration biblique. Donc c'est un manuscrit monumental puisqu'il pèse quelques 26 kilos, 530 pages, c'est-à-dire recto verso ça fait plus de 1000 pages. Enluminé, 326 enluminures, je ne parle même pas des décorations. Et en fait là, il y avait une double matière d'étude. L'iconographie qui était absolument exceptionnelle, puisque ce manuscrit, du point de vue iconographique, ne connaît ni copie ni modèle, donc une iconographie unique, de style différent, extrêmement intéressante. Et un texte unique aussi, puisque c'est la seule traduction qui nous reste, qui nous parvient de ces temps anciens entières, de l'Ancien Testament en entier, et un volume de sources, de commentaires qui accompagnent ce texte, inégalé à ce jour autour d'un texte biblique. En fait, c'est le seul manuscrit de doctrine comparée qui nous soit parvenu. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, enfin pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que je rejoignais un peu mon domaine de prédilection, qui était le domaine politique en quelque sorte, puisque là, j'avais un manuscrit qui était destiné au plus haut niveau du pouvoir en Espagne, donc un des 3 grands chef politique de la Castille du XVe siècle, hein, le grand maître de l'ordre de Calatrava, les représentants d'ordres religieux extrêmement importants, les franciscains et les dominicains, et en fait j'avais affaire pratiquement à un projet politique. Et sans faire exprès, pratiquement, ou peut-être c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée au manuscrit, je rejoignais mon centre d'intérêt premier, puisque j'avais commencé à étudier les relations internationales et les rapports entre le pouvoir, la culture, dans ma maîtrise. Hein. Et d'un seul coup, dans le Moyen-Âge, eh bien, j'ai trouvé le moyen, finalement, d'étudier toujours le rapport entre le savoir et le pouvoir. Et ce qui m'intéressait, évidemment, fondamentalement, c'est le rapport des Juifs avec le pouvoir et comment cette communauté, ces Juifs ont subsisté à travers le temps dans des pays souvent hostiles. Comment ils ont subsisté et pourquoi surtout ils ne se sont pas intégrés, pourquoi ils ne se sont pas assimilés, comment ils ont préservé leur identité alors qu'ils ont été toujours minoritaires et toujours poursuivis. Donc ça a été mon centre d'intérêt majeur quand j'ai découvert la Bible d'Albe. Et puis en plus, finalement, c'était pour moi une récompense puisque j'avais accepté de changer de domaine et je me retrouvais dans mon domaine d'intérêt initial. Étudier un manuscrit comme la Bible d'Albe, c'est la porte ouverte à toutes les découvertes. D'abord parce que quand on regarde les images, tout simplement, on se rend compte immédiatement qu'on a affaire à un groupe de peintres, à un groupe d'influences différentes. Et très tôt, je me suis rendu compte qu'une partie des images traduisait quasiment littéralement le texte hébreu de la Bible, car les traductions latines n'étant pas tout à fait fidèles au texte hébreu, on voit tout de suite quand une image reflète un texte latin, une traduction latine de la Bible, ou si c'est une traduction, le texte originel. Ensuite, parce que après il y a des images qui portent des
des détails qu'aucun juif n'aurait pu illustrer. Évidemment, je pense immédiatement à l'image de Dieu ou à l'image de Christ dans les images qui, évidemment, n'ont pas lieu d'être dans un texte illustrant l'Ancien Testament, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Et ensuite, parce que ces images-là ne sont pas intelligibles si on s'attache simplement au texte biblique. Et même si on lit les commentaires qui sont à côté de ces images-là, je parle toujours de la Bible d'Albe, eh bien, ce que disent les commentaires n'éclaire pas toujours les détails qui apparaissent dans l'image. Donc, quel est le statut des images dans la Bible d'Albe? Eh bien, il est doublement intéressant. D'abord parce que c'est un juif qui fait ce manuscrit. Alors, est-ce que les juifs font des images? Il était communément admis jusqu'à pratiquement le début du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, que les juifs ne faisaient pas d'images. Or, quand on travaille dans ce domaine d'iconographie biblique, on se rend compte que les juifs faisaient des images. Et puis, bien évidemment, avec la découverte des synagogues anciennes comme celle de Dora Europos, la découverte des pavements de mosaïque des synagogues antiques, on se rend compte que là encore, eh bien, c'est quelque chose, c'est une chose qui tombe. Les juifs faisaient des images. Ils ne faisaient pas des images pour les adorer, mais ils faisaient des images. Plus encore, quand on voit un manuscrit comme la Bible d'Albe, et qu'ensuite on s'intéresse, par exemple, aux Haggadot, c'est-à-dire les livres de prière qu'utilisent les Juifs pour le récit de la Pâque, notamment celles qui ont été produites en péninsule ibérique entre le XIVe et le XVe siècle, eh bien, elles sont elles aussi illustrées de cycles entiers d'images. Eh bien, il semblerait bien que pour les Juifs, comme pour les médiévaux, les non-juifs médiévaux, l'image a un statut central. L'art du livre était prédominant pour les gens du Moyen-Âge et pour les Juifs aussi, qui, de la même manière que leurs voisins, avaient les mêmes centres d'intérêt et le même goût du temps. Évidemment, il y a des différences majeures. Les Juifs ne représentent pas Dieu. Dans la Bible d'Albe, on se rend compte que, d'une part, il y a une tradition juive dans l'Uminur qui apparaît, que d'autre part, il y a très probablement une collaboration d'artistes non juifs qui est intervenue aussi. Ça veut donc dire qu'il y a un dialogue, d'ailleurs un dialogue ou une polémique, puisqu'on se rend compte que parfois des options sont prises dans la partie qui a été ajoutée, qui est arrivée à la deuxième intervention de peintres dans la Bible d'Albe, qui viennent un peu, si vous voulez, christianiser le parti pris des premiers peintres. Et ensuite, on se rend compte que finalement, tout ce que le texte ne peut pas dire, ne veut pas dire, eh bien, est véhiculé par l'image. Donc, quand on travaille sur la Bible d'Albe, on est obligé d'être polymorphe. Il faut savoir ce qui se passe dans l'iconographie locale contemporaine, il faut savoir ce qui est véhiculé autour de cette cour qui est autour de Tolède, quels sont les textes qui circulent, quelle est la volonté de celui qui a commandé ce manuscrit. Pourquoi est-ce que ce champion du christianisme commande un tel manuscrit à un juif quelques années après la dispute de Tortoise, une dispute où on a vu les juifs obligés de venir assister pratiquement à une formation dans le christianisme, après laquelle de milliers de juifs ont été obligés de se convertir. Qu'est-ce qui se passe 12 ans plus tard, d'un seul coup? On demande à un rabbin de venir produire un manuscrit qui doit être l'œuvre de son temps. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on ne peut pas raisonner de manière dogmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période, il n'y a pas d'âge d'or, il n'y a pas de tolérance. Il y a des rapports toujours particuliers. Et il y a toujours des exceptions dans l'histoire qui font l'histoire. Si on s'en tient au texte de l'époque, on imagine que les Juifs vivent enfermés, qu'ils n'ont aucun droit, etc. Et si on s'attache à la production littéraire, iconographique, enfin la production, la créativité en général, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que la grande histoire voudrait nous raconter, et que la petite histoire, souvent, eh bien c'est la petite histoire qui dit la vérité de la grande histoire. Alors, étudier le judaïsme d'une manière générale et l'iconographie produite par des juifs sur un temps très long, sur un territoire extrêmement étendu,
c'est vrai que ça relève un peu de la gageure. En même temps, faire le contraire serait aussi finalement regarder par le trou d'une lorgnette. Donc c'était compliqué mais nécessaire. Nécessaire et compliqué, pourquoi? Tout simplement parce que il faut connaître les contextes dans lesquels les Juifs vivaient. Alors, le contexte de la France n'est pas le même que celui de la péninsule ibérique, qui n'est pas le même que celui de l'Angleterre, qui n'est pas le même que celui de l'Orient quand il s'agit de manuscrits orientaux. Heureusement que les manuscrits hébreux d'Orient n'ont pas d'iconographie à proprement parler, mais quand même une décoration, à laquelle je me suis intéressée aussi, bien évidemment. Ensuite, il s'agit d'une question de langue aussi, puisque les sources vernaculaires sont importantes, les sources littéraires qui circulent sont importantes aussi pour savoir quelles sont les influences extérieures qui peuvent influencer, enfin quelles sont les sources extérieures qui peuvent influencer le travail d'un artiste. Ce que copient les artistes des manuscrits hébreux, parce qu'ils ne travaillent pas en autarcie, ils ont des images qui passent sous leurs yeux. Bref, ces communautés ne vivent pas en autarcie. La grande difficulté, c'est que les Juifs de France, eh bien, sont des Français, des Juifs qui vivent en France et qui connaissent la culture locale, qui connaissent la langue locale, qui parlent la langue locale certainement, qui sont souvent des communautés, toutes ces communautés-là, qu'elles vivent en France, en péninsule ibérique, en Orient, eh bien, elles parlent la langue vernaculaire, elles parlent aussi l'hébreu. L'hébreu est maintenu, en tout cas dans les affaires infracommunautaires ou dans les manuscrits de la communauté. Donc ça veut dire qu'il faut être spécialiste des langues et des histoires des sociétés d'accueil de ces juifs. Ça multiplie la difficulté, à dire vrai. Par ailleurs, quand on travaille sur l'iconographie, comme moi, donc l'histoire de l'art en quelque sorte, eh bien on a besoin de savoir aussi ce qui se fait dans ces sociétés-là au même moment, parce que les images, elles ne sont pas créées ex nihilo, elles sont copiées ou elles sont dans le goût du temps, tout simplement. Donc c'est une difficulté que rencontrent en général les historiens du judaïsme, et encore plus quand on travaille sur différents domaines du judaïsme, comme c'est mon cas, parce que je ne travaille aussi bien sur la Bible et l'exégèse rabbinique, puisque dans ces images que j'étudie, et qui sont en général l'iconographie biblique quand même, heureusement que ce champ-là est restreint à l'iconographie biblique, eh bien je vois passer finalement les sources rabbiniques, mais aussi je vois des détails qui transparaissent, des enjeux idéologiques des sociétés dans lesquelles les Juifs vivent. Dans la manière dont un thème est traité, par exemple, je prépare en ce moment un livre sur la représentation d'Abraham dans les 3 monothéismes. La même scène, qui peut être une scène qu'on pourrait imaginer basique, la vocation d'Abraham. Voilà. Abraham découvrant l'existence du monothéisme, d'un Dieu unique. Comment les manuscrits arabes la représentent, comment les manuscrits hébreux la représentent, comment les manuscrits chrétiens, latins, contemporains, des images juives par exemple la représentent, eh bien ces images-là, quand elles sont comparées, eh bien elles reflètent d'une part l'état du dialogue entre les religions, l'état les enjeux idéologiques qui circulent dans ces sociétés-là. Quelle est la position des Juifs à ce moment-là face au pouvoir? Qu'est-ce que les Juifs peuvent représenter? Qu'est-ce qu'ils copient? Qu'est-ce qu'ils ne copient pas? Par ailleurs, ces mêmes images sont à étudier du point de vue des chrétiens. C'est-à-dire, est-ce que les artistes chrétiens, ceux qui enluminent les manuscrits latins, sont forcément ceux qui fournissent les modèles, mais est-ce qu'eux ne subissent pas eux aussi des influences de ce qui se fait dans le milieu juif? Or, la grande surprise pour moi a été de découvrir que parfois, eh bien, ma foi, ce ne sont pas toujours les minorités qui copient ce que font la majorité, mais il arrive évidemment que des images qui sont propres à la culture juive, j'ai envie de dire pour leur contenu, quand on décrit l'enfance de Moïse avec des détails qui ne proviennent que des sources rabbiniques et qu'on trouve ces images-là dans des manuscrits produits par des chrétiens pour des chrétiens, eh bien on se demande comment les artistes travaillent.
Est-ce qu'ils sont vraiment séparés? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se copient? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que ces artistes latins, chrétiens, des manuscrits latins, savent qu'ils copient des sources juives dans leurs images? Et là, c'est vraiment l'intérêt de l'étude, vraiment de la manière dont les gens vivent ensemble au Moyen-Âge. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout la société qu'on imagine. Le Moyen-Âge, pour moi, c'est vraiment la modernité. C'est les échanges intellectuels, sont des réseaux de savoir et de circulation des textes que j'étais loin d'imaginer avant de travailler dans ce domaine, dans cette époque-là, dans cette période-là. Parce que je suis passée presque d'un coup du XXe siècle au Moyen-Âge. Alors, j'ai travaillé cette année sur la figure de Moïse, la représentation de Moïse. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai commencé par Abraham, j'ai travaillé sur Moïse et je dois revenir sur Abraham. Mais il faut croire que c'était des figures majeures d'abord de la Bible, évidemment, mais aussi sont des figures qui ont influencé très fortement, qui ont marqué en tout cas les artistes des sociétés bien antiques, médiévales, modernes. Donc la figure de Moïse est une figure très importante dans le judaïsme, puisque Moïse, c'est la loi. Pratiquement, Moïse, c'est le judaïsme. C'est lui qui donne la Torah, c'est lui qui organise les 12 tribus en nations, en clans, en nations unies, fédérées. C'est lui qui, finalement, d'après le texte biblique, leur indique la voie, le chemin de la liberté. Qu'est-ce que nous enseigne l'Exode? L'Exode nous enseigne quel destin précaire connaissent ceux qui n'ont pas de nation. Ça peut que nous interpeller par les temps qui passent, et quand on voit les arrivages de migrants chez nous aujourd'hui, le statut de l'immigré, le statut de celui qui n'a pas de terre. Bon, donc Moïse, c'était très important, et j'y ai travaillé parce qu'en vérité, on a organisé, le musée d'art juif a organisé une exposition sur la figure de Moïse, qui était extrêmement ambitieuse, qui n'avait jamais été fait, paradoxalement. Et on m'a appelé comme conseiller scientifique. Donc là, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire je suis allée à la chasse aux images, et dans les 3 religions. Alors évidemment, nous avons fait finalement l'exposition sur les 2 religions, parce qu'il y avait tellement d'images qu'il fallait qu'elles puissent être comparées. Et comme il y a quand même moins d'images dans l'islam figurative, en tout cas sur tous les siècles qu'on voulait montrer, il a fallu se contraindre à comparer le judaïsme, le christianisme, mais aussi la réforme, bien sûr. Et travailler sur Moïse, c'était extraordinairement intéressant parce que là encore, c'était un terrain de choix privilégié pour étudier le comparatisme religieux, mais aussi le comparatisme en matière d'histoire de l'art. Comment des sources rabbiniques arrivent dans l'iconographie de la Réforme, comment les protestants finalement se mettent à ne pas représenter Dieu, comment les rayons de Moïse devenus des cornes, grâce aux traductions ou à cause des traductions en latin du texte hébreu, redeviennent des rayons dans la Réforme. Tout ceci, c'était évidemment pour moi, c'était très excitant, puisque c'était le fondement même de ma recherche. C'est-à-dire, pareil, la transmission des sources. Comment ces cultures ne sont pas fermées sur elles-mêmes. Tout est absolument lié. Les intellectuels travaillent ensemble. En vérité, c'est ça la grande découverte de ces recherches-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit groupe qui, malgré les interdictions, malgré les persécutions, malgré finalement, si on se met à lire les lois, on se dit mais il était impossible de vivre quand on était juif au Moyen-Âge, on s'en rend compte que finalement, il y a toujours des gens qui travaillent ensemble. Je ne dirais pas des gens de bonne volonté, mais disons des gens qui font placer le savoir au-dessus de toutes les autres priorités. Les gens de savoir aiment apprendre, aiment connaître. Donc, on se trouve dans des situations où on se rend compte que la communication se fait à ce niveau-là.
les images passent, les textes passent. Travailler sur Moïse, ça a été édifiant puisque il a fallu chercher beaucoup, évidemment éclater son propre domaine de recherche, puisqu'il a fallu évidemment que je me déplace après le Moyen-Âge. Mais c'est l'intérêt de notre métier, parce qu'on ne peut pas bien comprendre le Moyen-Âge aussi si on ne comprend pas aussi comment le Moyen-Âge a influencé notre propre société et nos rapports à l'image. Moi, je me suis aperçue finalement que dans l'iconographie de Chagall, eh bien, il y avait beaucoup du monde médiéval, pas forcément juif. Ce qui est intéressant, c'est voir comment les images tournent et comment finalement chacun se les approprie pour délivrer un message qui lui est propre, mais qui est aussi propre aux enjeux de la société dans laquelle il vit. Travailler sur le judaïsme, ça nécessite de décloisonner. Hein. Je cherche, moi, toujours, évidemment, les manuscrits hébreux. Hein. Je les cherche partout où ils ne sont pas répertoriés, c'est plus intéressant. C'est un peu ma façon de fonctionner d'une manière générale. Je pars du général pour arriver au détail et je ne pars pas du détail pour arriver au général. C'est un peu mon fonctionnement. Donc dans ma quête de connaissance de ce qu'avaient produit les Juifs, partout où ils étaient, et d'ailleurs au détour de missions qui n'avaient rien à voir, j'ai été invitée en Tunisie à donner une conférence sur ce qui est mon domaine de recherche officiel, c'est-à-dire l'iconographie biblique. Et j'ai découvert là qu'il y avait des bibliothèques abandonnées. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et en cherchant, je me suis rendu compte que, en Tunisie notamment, bien sûr, c'est certainement le cas ailleurs, mais il se trouvait que j'étais en Tunisie en mission et que surtout je suis née en Tunisie et que c'est un pays qui m'est familier et que la langue, c'est ma langue natale, donc je me sentais comme un poisson dans l'eau. Pour chercher, j'ai découvert qu'il y avait tout un patrimoine, en vérité 2000 ans d'histoire, qui était en train tout simplement de disparaître, puisque la communauté juive de Tunisie est en train de disparaître. Après, c'est très important de le noter, quand même, 2000 ans d'existence continue. Hein. Ce n'est pas le cas en Occident chrétien. Il y a très peu de lieux où on peut dire que les Juifs ont vécu 2000 ans sans expulsion, sans départ, etc. Mais là, malheureusement, depuis 50 ans, cette communauté disparaît et son patrimoine est abandonné. Donc j'ai entrepris, puisqu'il se trouvait que j'ai joui d'une certaine chance. J'ai été invitée très longtemps en Tunisie, souvent, plusieurs fois par an, pour des jurys de thèse, pour des conférences, à un moment. Donc j'en ai profité, puisque j'allais là-bas communiquer. J'en ai profité pour aussi ouvrir un champ de recherche que j'ai finalement officiellement déclaré. Donc je travaille sur l'inventaire du patrimoine juif de Tunisie, un inventaire qui s'étend pas seulement aux manuscrits, mais aussi à tout ce qui est écrit. Alors, vous me parliez du statut de l'écrit, et on parlait de l'hébreu, et l'hébreu, c'est la langue dans laquelle les Juifs s'expriment depuis la fin de l'Antiquité. Hein. Ils ont eu un moment où il y a eu un moment entre le 3e et le 7e siècle, début du 8e, où les Juifs ont aussi écrit en latin et en grec, notamment leurs épitaphes ou leurs dédicaces de synagogue. Et puis au tournant du 8e siècle, il semblerait qu'ils soient revenus exclusivement à l'hébreu. Alors ça, c'est pas le lieu d'en parler longuement, mais si vous voulez, c'est très intéressant de comprendre comment, avec le triomphe de l'Église, eh bien, les Juifs sont revenus de plus en plus à l'expression strictement en hébreu, en tout cas pour ce qui est des affaires juives, notamment les épitaphes. Et j'ai découvert comme ça, en Tunisie, un patrimoine absolument unique, extrêmement intéressant. Cette fois-ci, il s'agissait de l'écrit sur pierre, de l'épigraphie, des textes entiers qui étaient inscrits sur des pierres tombales et qui racontaient, dans une langue extrêmement belle, d'un très haut niveau d'ailleurs, des tranches de vie en écriture hébraïque, mais aussi en langue arabe. C'est-à-dire c'est de l'écriture hébraïque, mais la langue est arabe. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'était le cas de Maïmonide au Moyen-Âge. Il écrivait en caractères hébreux mais en langue arabe.
eh bien, dans ces épitaphes du XIXe siècle, les Juifs écrivent en caractères hébreux et en langue arabe et ils racontent leur histoire. Donc ce sont des textes qui, comme les images, véhiculent toute l'histoire d'une société à une période précise qui est la fin du XIXe siècle, qui est très intéressante pour nous parce qu'il s'agit d'une période de bascule où les Juifs de Tunisie deviennent un peu français aussi. En tout cas, il m'a paru absolument extraordinairement important que de photographier tout ce qui était écrit en hébreu dans ces communautés-là, cette communauté-là, à travers la Tunisie, pour consigner les noms, les dates, les lieux, et surtout l'évolution d'une histoire. J'ai retrouvé dans des tissus de synagogues des motifs qu'on trouvait déjà dans l'Antiquité, en Judée, en Italie, en Égypte, et on les retrouve à l'identique quasiment brodés sur des tissus de synagogues du XIXe siècle, du XVIIIe siècle. Donc il y a là une continuité dans l'histoire et une transmission, une chaîne de transmission, non seulement iconographique mais aussi intellectuelle et historique, qu'il m'a paru bien bon de sauvegarder et de consigner, en tout cas pour la mémoire, avec un grand M évidemment. C'est donc un de mes champs de recherche qui me ramène aussi à mon domaine initial d'études, puisque j'étudiais l'arabe avant d'étudier l'hébreu à l'origine. Donc finalement, au fur et à mesure de mes pérégrinations intellectuelles et de mes recherches, je reviens à mon domaine initial d'intérêt. Alors évidemment, on peut se demander quel est l'intérêt? L'intérêt de sauvegarder ce patrimoine, l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est bien nécessaire? Puisque finalement, au bout du compte, on ne pourra jamais supprimer, on ne pourra pas arrêter ce processus. Bien. Ce processus où les Juifs vont quitter les pays arabes de plus en plus et la cohabitation deviendra inexistante. Bon, il y a un double intérêt. Il y a un intérêt scientifique d'abord, qui est sauvegarder ce patrimoine. Ce n'est pas sauvegarder le patrimoine juif, c'est sauvegarder le patrimoine tunisien, judéo-tunisien, tunisien, à part entière. Parce que ce qu'on apprend quand on travaille, notamment sur le Moyen-Âge d'ailleurs, mais c'est la même problématique là, et là le temps ne fait rien à l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. On apprend surtout que le dialogue, il n'y a pas de société qui soit, vierge. Toutes les sociétés sont un mélange de culture, un mélange de mentalité. Il y a eu des arrivées successives. Il n'y a qu'à voir simplement l'université parisienne et la division en collèges. Les Irlandais, les Italiens, etc. C'est un melting pot, le Moyen-Âge. Bon. Quand je travaille sur le patrimoine juif de Tunisie, d'abord je travaille sur l'histoire de la Tunisie. Je travaille aussi sur l'histoire de la Tunisie par l'étude des populations qui sont arrivées en Tunisie et par l'étude de la formation de cette culture africaine. Bon. Les sources littéraires, l'iconographie, vous savez, c'est à double sens. On ne sait jamais qui a influencé qui. Aujourd'hui, on mange de la pizza et du couscous et on croit que c'est français. C'est arrivé avec les gens qui sont arrivés en France. Quand je fais ce travail-là, je fais un travail d'intérêt général, à mon avis. Je le fais aussi parce que ma curiosité intellectuelle et ma sensibilité personnelle font que je me suis toujours demandé pourquoi les Juifs ne s'étaient pas assimilés. Pourquoi ils ont voulu rester Juifs? Pourquoi? Alors que finalement, c'était toujours plus dur de rester Juif que de ne pas rester Juif. Quel est l'intérêt fondamental? Qu'est-ce qui les motivait? Alors, on ne peut pas s'intéresser à ce genre de questions sans s'intéresser au monde dans lequel ces gens vivaient. Moi, je crois que quand j'étudie le patrimoine juif de Tunisie, je donne aux Tunisiens à comprendre qui ils sont aussi.
C'est-à-dire qu'ils sont aussi influencés, ou ils ont aussi vécu avec ces gens-là qui ont influencé cette société-là, par leur culture, par leur savoir, par leur présence, par la communication, parce que ces gens-là vivaient tous ensemble. Vous savez, en général, c'était les classes sociales qui étaient divisées, c'était pas tellement les gens entre eux. Quand il y a tellement d'interdictions faites aux juifs de soigner les non-juifs, d'employer des non-juifs, c'est la preuve que les gens vivaient, travaillaient ensemble. Ce que je veux donner à comprendre et à savoir, c'est ça. Ça, c'est mon ambition. C'est mon ambition. Quand je vais en Tunisie, quand j'explique ce patrimoine juif tunisien, ce qu'il a de fondamentalement tunisien et de juif, mais ce qu'il a de fondamentalement, ce qui est la spécificité de ce patrimoine, c'est qu'il a été fait en Tunisie. Les synagogues de Tunisie ne sont pas les mêmes que les synagogues d'Algérie, du Maroc ou d'Occident. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que ce dialogue-là, il existe même quand on croit qu'il n'existe pas, ou même quand on veut le rompre. On ne peut pas le rompre. Parce que fondamentalement, eh bien, les gens ont vécu ensemble pendant des siècles. Quand j'ai écrit ma thèse, j'ai eu besoin de mettre une exergue. Je voulais mettre un petit texte. Évidemment, en dehors des remerciements à ma famille, à mes filles qui m'avaient supporté pendant cette écriture, mais j'avais envie de dire quelque chose. Et alors j'ai trouvé une phrase de Maïmonide qui disait que, enfin en gros je ne la cite pas exactement, mais que c'était dans l'ignorance que naissait la barbarie. L'ignorance qui était la source de toute la barbarie. Moi, mon ambition, c'est de montrer que tous ces gens-là vivaient ensemble longtemps, plus ou moins bien, mais que ces gens-là ont vécu ensemble longtemps, qu'ils ont mangé ensemble, qu'ils ont participé ensemble à l'érection d'une culture commune. Et voilà pourquoi je travaille dans ces domaines-là et pourquoi finalement de passer au Moyen-Âge, ça ne m'a pas tellement changé de mon projet initial. Alors quel est l'avenir de ce genre de recherche? Ma foi, paradoxalement, je peux dire que ce genre de recherche va avoir de l'avenir. Parce que, en vérité, nous sommes en mal de dialogue, nous sommes en mal de repères, et la société devient de plus en plus diversifiée, pluriculturelle. Là, je pense que j'ai cru un moment que c'était vraiment dépassé, que une fois qu'on aurait terminé ce champ de recherche, parce qu'après tout, le nombre de manuscrits hébreux étant limité, on ne peut pas démultiplier, bien que nous ayons encore des milliers de fragments à identifier, de textes à identifier. Mais enfin, je me suis dit pendant un temps que finalement, la boucle serait bouclée à un moment ou à un autre, et je me suis rendu compte de l'affluence des étudiants à mon cours. Et là, j'ai commencé à me demander pourquoi, à dire vrai. J'ai jamais eu autant d'étudiants à mes cours ces dernières années, puisque je travaille, alors j'enseigne de plus en plus sur le comparatisme religieux. Depuis quelques années, mon domaine mon enseignement, c'est les figures bibliques comparées. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est-à-dire que les gens ont besoin de savoir. Il semblerait que les gens ne savent plus exactement quelle est leur culture. Je parle évidemment de leur culture religieuse, souvent. Ils ont besoin de savoir ce que disent leurs textes. Ils ont besoin de comprendre leurs différences et leur identité. J'ai vu le même problème en Tunisie. En Tunisie, quand je donne des conférences sur, par exemple, la représentation d'Abraham dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est ça le comble. Quand je donne des conférences sur le statut de l'image dans les monothéismes, je pense à La Rochelle où je donnais une conférence l'année dernière, il y avait, je sais pas, 500 personnes. Il y a là un véritable intérêt. Je crois que le défi de cette société, de notre société actuelle, c'est d'essayer de faire comprendre que l'autre n'est pas si différent
mais pas forcément à ceux qui arrivent, enfin à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent chez nous et qui semblent si différents par leur statut social, par le fait qu'ils sont immigrants, par le fait qu'ils sont d'une langue différente, d'une religion très différente, ceux-là aussi, leurs enfants devront comprendre qu'ici, avant, il y avait des gens qui sont arrivés, qui avaient une langue différente, une culture différente, et que finalement, eh bien, la symbiose s'est faite à un moment ou à un autre. C'est notre nouveau défi. Notre nouveau défi que de faire comprendre, comme disait Maïmonide, qu'il n'y a que l'ignorance qui générera la barbarie ici. Je crois que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Enseigner. Voilà, transmettre le savoir. Faire comprendre à l'autre que nous sommes tous des autres. Si j'avais un souhait, à dire vrai, c'est qu'il y ait des élèves, des gens qui viennent et qui prennent notre relève ici. D'abord ici à l'IRHT avant toute chose, puisque nos sections partent en peau de chagrin, qu'il n'y a pas de renouvellement de personnel, etc. Donc mon souhait serait qu'on ait des postes et que pour ces postes-là, il y ait des gens qui travaillent dans cette optique-là. C'est-à-dire ne pas se concentrer sur des sujets où il y a du monde, mais se concentrer sur des domaines où il y a moins de monde. Et où on ne laisse pas mourir des domaines entiers, des pans entiers de la recherche, parce qu'il n'y a pas de candidats, parce qu'il n'y a pas de poste. Bon. Alors l'avenir de la recherche, c'est ça aussi. Et notre société actuelle a besoin de gens, d'historiens, de gens qui expliquent ce qu'est notre société, ce qu'est notre vivre ensemble en France, qu'est-ce que ça veut dire depuis les Gaulois, tout simplement. Et je crois que si nos autorités ne comprennent pas que peut-être une des réponses à notre crise de société actuelle, c'est la recherche, ce sont les études, c'est l'enseignement, c'est le savoir, c'est l'histoire. Et nous faisons de l'histoire ici, l'histoire des textes, mais de l'histoire. Eh bien, peut-être qu'on aura perdu la partie, ce ne sera pas gagné. Donc pour nous, il est très important de survivre et que nos tutelles le comprennent aussi.